remercier en particulier donc, nos intervenants d'avoir accepté de participer donc, à cette table ronde. Je présente pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Stéphane Troussel, secrétaire national du Parti socialiste chargé donc, des solidarités, avec entre autres questions de santé, et également président du département de la Seine-Saint-Denis. Alors il y a parmi nous donc, Anne Gervais, qui est gastro-entérologue à l'hôpital de Bichat et porte-parole du collectif Interhôpitaux. Peut-être que Anne, vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez. Comme vous le verrez, nous ne sommes pas totalement paritaires dans cette table ronde. Mais finalement, l'absence de chaises suffisantes va nous permettre au moins de donner l'illusion à chaque fois que notre table ronde est paritaire. Asseyez-vous si vous voulez bien, Anne. Peut-être Antoine Kélisolo également, donc médecin psychiatre au CHU Henri Mondor et également adjoint au maire de Créteil dans le Val-de-Marne, et qui aussi était très mobilisé dans le collectif Interhôpitaux. Hugo Huon, je ne vois plus Hugo, il est là, donc infirmier et président du collectif Interurgence. Donc merci Hugo et bienvenue. Et puis peut-être pour faire la transition dans les interventions, donc peut-être Nathalie Coutinet, économiste de la santé, chercheuse au Centre d'économie de l'Université de Paris-Nord. Donc merci et bienvenue. Je vais enlever le micro. Voilà, installez-vous. Juste quelques mots pour vous dire donc, que nous avons souhaité donc, organiser ce débat sur les questions de santé, et donc plus particulièrement à l'issue de ce Ségur de la santé. Vous le savez, il a fallu 18 mois de mobilisation des personnels soignants, une crise sanitaire pour que finalement, après plusieurs interventions de la part du gouvernement sur des mesures à prendre, des initiatives à proposer, eh bien, il décide de convoquer ce Ségur de la santé et d'annoncer un certain nombre de mesures. Je ne vais pas, dans cette introduction, y revenir, moi, dans le détail, mais elle concerne à la fois la question des rémunérations, des salaires, avec des augmentations, avec des engagements sur la question des effectifs. Après plusieurs années vous voyez, je vois déjà des têtes se dogliner, donc avec un certain nombre de propositions et d'annonces sur des recrutements, avec des annonces également sur la question des lits et des ouvertures de lits, là encore avec une formule tout en ambiguïté sur les 4000 lits à la demande, des engagements sur les questions d'investissement pour traiter la question de la situation d'un certain nombre d'hôpitaux, et puis la question du financement. Alors je ne vous propose pas que dans cette table ronde nous ayons un débat d'experts sur la part de la T2A à l'hôpital, parce que je ne suis pas sûr que ça intéresse forcément tous les participants à cette table ronde, mais en tout état de cause, il y avait aussi des débats autour de cette question. Et donc nous proposons peut-être qu'avec chacune de leurs casquettes respectives, leurs engagements, nos intervenants puissent nous dire à la fois eh bien, le jugement qu'ils portent sur justement ces annonces. Est-ce qu'elles sont à la hauteur de ce à quoi l'hôpital public dans notre pays est confronté depuis un certain nombre d'années, sans rien cacher des débats qui peuvent exister, y compris au sein des organisations représentatives des personnels, soit des organisations syndicales, soit des collectifs qui ont été des fers de lance dans la mobilisation des personnels soignants. De ne rien cacher, y compris des débats que vous avez pu avoir, y compris avec les socialistes. Nous sommes ici à l'université d'été du Parti socialiste. Nous avons été en responsabilité jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et donc la situation de l'hôpital public, elle ne date pas non plus seulement de 2017, et donc je crois que c'est important dans les débats que nous avons, et y compris pour imaginer justement ce que doit être la gauche d'après, eh bien d'accepter, d'entendre, de débattre avec vous de ces questions, et puis peut-être de pointer, il y en a très certainement, nous en voyons nous quelques-uns, un certain nombre d'insuffisances ou d'angles morts dans ce Ségur de la santé qui n'ont pas été au cœur des échanges, et encore moins des engagements ou des propositions. Peut-être y reviendrons-nous, mais
le Ségur était tout de même assez hospitalo-centré. Or, on sait bien qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui en matière de santé, aux liens ville-hôpital, aux questions qui se posent sur la désertification médicale. Et vous imaginez bien que Guillaume Garot, député de la Mayenne, rapporteur d'une proposition de loi sur le sujet, aura des choses à nous dire sur le sujet, mais aussi sur les inégalités sociales de santé. Je suis l'élu d'un territoire, la Seine-Saint-Denis, qui a été particulièrement touché par cette crise sanitaire, et avec maintenant on essaye d'en tirer un certain nombre d'enseignements, mais avec des causes profondes sur la situation à la fois de la population et du territoire, qui explique certainement la situation. Et puis Luc Broussy est avec nous. Cette question du grand âge, de l'autonomie, du vieillissement de la population, alors même que ça aura des conséquences. Il faut construire des liens avec l'offre de soins et l'hôpital public et la ville sur ce que doit être demain une société du vieillissement, alors que va s'ouvrir dans quelques semaines les débats autour de ce fameux 5e risque. Voilà, je ne veux pas être trop long. Peut-être je commence, si vous en êtes d'accord, par on va dire les représentants des différents collectifs qui ont été à l'œuvre. Donc Hugo est le premier là, au bout de cette première table ronde, donc je lui donne tout de suite la parole. Et encore une fois, merci Hugo d'être avec nous aujourd'hui. Je vous propose, si tu permets, peut-être comme vous êtes 7 intervenants, qu'on réserve peut-être 5 minutes chacun, peut-être, dans une première intervention, 5-7 minutes. Ça nous fera déjà 35-40 minutes, donc c'est pas mal. Hein. Ok, merci pour l'invitation, puis merci d'être là pour débattre autour de ça. Rapidement, 5 minutes, je vais insister sur deux choses, c'est le Ségur et puis le Fonds social à la rentrée, ce qu'on peut en attendre ou pas. Sur la question du Ségur, donc le gouvernement était intelligent, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais en tout cas, une bonne intelligence qui a été, c'est de faire signer les accords sur la revalorisation des salaires avant tout le reste. Donc mettre la pression au syndicat pour qu'ils signent quelque chose avant d'annoncer les recommandations. Je ne sais pas si vous avez lu les 148 pages de recommandations de Nicole Notat, qui ne sont pas si mauvaises, je me les suis retapé avant de venir ici pour en parler un peu, qui ne sont pas si mauvaises à mon sens, et qui ont été un peu transformées dans le rapport de presse qu'on trouve d'Olivier Véran. Ce qu'on peut dire sur le Ségur, c'est que sur le pilier 1, sur les carrières, sur la revalorisation, c'est pas ce qu'on demandait, mais c'est quand même sérieux. Et probablement que ce sera fortement démobilisateur pour les paramédicaux à la rentrée, sur le mouvement social. Par contre, rapidement sur le reste, de manière très générale, on peut dire que s'il n'y a rien sur les lits, et les 4 000 à la demande, c'est à peu près rien, et ni sur les effectifs, donc pas les effets d'annonce de 15 000 postes, mais des ratios qui encadrent la qualité des soins, donc le nombre de paramètres par rapport à la charge en soins. Grosso modo, il n'y a pas de virage dans la politique de santé qui est menée depuis les 40 dernières années. Et donc en ça, c'est un échec. Ce qui va se passer probablement en septembre, il est à parier que l'hôpital ne va pas aller mieux, que les patients seront de nouveau agressifs envers le personnel soignant, puisqu'ils se diront vous êtes bien gentil, mais vous avez eu ce que vous vouliez, vous avez 200 balles d'augmentation. C'est pas mon cas, donc maintenant que tout est réglé, vous allez me soigner rapidement. Sans lits supplémentaires et en plus avec des pandémies hivernales type grippe ou gastro, s'il y a du coronavirus qui se rajoute dessus, ou si on a des mesures d'isolement pour chaque patient qui se présente avec 39 en se disant c'est peut-être un Covid alors que c'est une grippe, bon, et qu'il n'y a pas plus de lits, ça va être le bordel. Donc il est probable que la situation hospitalière ne s'améliore pas. Sur le fonds social, on ne peut pas prédire de la mobilisation, puisque ce sera aussi interdépendant des autres corps professionnels. L'année dernière, le 10 septembre, exactement, on avait notre agile collectif interurgence. C'est à ce moment-là qu'on avait demandé d'élargir à l'ensemble de l'hôpital, parce qu'on s'était rendu compte qu'on ne peut résoudre le problème des urgences que si on résout le problème de l'ensemble de l'hôpital. Et on se trouvait assez bas en termes de mobilisation. Et pourtant, ça a été une année extraordinaire à ce point de vue. Et donc là, on ne peut pas préjuger. Le 10, on fait de nouveau notre assemblée générale. On verra ce qu'il en sort. Moi, je quitte tout ça parce que je suis un peu désabusé de tous ces éléments de langage. Surtout, je trouve que les mots ne veulent plus dire grand-chose.
Quand on annonce le Ségur en disant qu'on ne se refuse de rien, qu'on ne s'interdit rien, que ce sera fantastique et qu'on se retrouve avec des demi-plans comme ça, en dehors des relations évidemment, bon, c'est quand même compliqué, d'autant plus qu'on est face à un gouvernement qui a quand même les mains liées et le pistolet sur la tempe, puisqu'ils ont plein de plaintes dans la gestion du Covid. Alors autant je ne parlerai pas des mesures qui ont été faites sur le chômage partiel et compagnie, qui à mon sens, sont pas mal, mais en tout cas, au niveau santé, c'était vraiment perfectible, et des mensonges alimentés en voiture. Donc voilà, sur le Ségur, ce qu'il faut retenir, c'est les salaires. À mon sens, les salaires, c'est pas déconnant. Le reste, c'est pas suffisant et c'est pas un virage de la politique de santé. Donc ça n'augure rien de meilleur pour l'hôpital pour les années à venir. Et puis on va voir début septembre comment ça va se passer avec l'ensemble des collectifs mobilisés. 5 minutes. Oui, c'est même pas 5 minutes, hein. Tu avais presque encore un peu de temps si tu souhaites. Alors peut-être Anne Gervais aussi, donc, du collectif Interhôpitaux, donc porte-parole de ce collectif. Enfin, je suis bon, comme Antoine d'ailleurs, donc je parle beaucoup, on parle tous, donc c'est très bien. Peut-être pour compléter ce qu'a dit Hugo, qui était dans le collectif, qui a un peu initié le mouvement, je dirais que non, c'est pas positif le Ségur, parce que le rapport de Nota n'est pas, les décisions ne constituent pas le support des décisions gouvernementales. Ça a été dit dès le début, Véran a dit je choisirai en gros, et c'est pas sûr que je prenne tout. Donc le rapport de Nota n'est pas forcément ce qui est mis ensuite, effectivement, dans les textes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, autant tu as entendu ça, si on ne s'interdit rien, autant en fait, quand Édouard Philippe a commencé Ségur, il a dit on a été dans le bon sens et on fera plus et plus vite. C'est comme ça qu'il a commencé Ségur. Donc il faut savoir que l'axe doit demeurer ce qui était avant l'hôpital, le plan hôpital 2022. Donc là-dessus, de ce fait, on n'est pas très étonné d'aboutir à un résultat qui est extrêmement décevant. Oui, 183 € en plus pour les paramédicaux, c'est vachement bien. Non, ça ne suffit pas. Ça ne nous ramène pas ni à la moyenne de CDE, les rémunérations, ni même à éponger les 10% de perte de pouvoir d'achat pour les paramédicaux sur 10 ans. C'est inaudible. Ça, ce que je viens de dire, est inaudible. Au moment où il y a une crise pour tout le monde en France, je suis d'accord avec toi, mais non, ça ne suffit pas. Et si le Ségur se ramène aux rémunérations, on n'a rien compris. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir, une évaluation des besoins qui, guide le financement. Que ce soit l'ONDAM, que ce soit l'évaluation des lits, et là, les élus, les usagers dans leur région et sur leur site ont à agir, à dire, à participer et organiser le système de santé pour une évaluation des besoins démocratique et discutée. Et si on ne fait pas dans ce sens-là, on continue à la mettre dans le nuage. Je suis désolée d'être extrêmement négative pour cette salle. J'ai participé largement entre 2012 et 2017 aux différents comités qui m'ont donné de l'espoir. C'était le comité de la réforme de la tarification à l'activité, c'était la commission Couty, avec plein de réunions. Et au final, on restait sur des dogmes, et en fait, au ministère, c'est les mêmes. Ils n'ont pas changé. Hein, je suis désolée de le dire, mais François Crayeux était le conseiller de Touraine, et ensuite a été un conseiller de Macron, il est bien dans la norme. C'est pas contre lui, c'est un type que j'aime bien. Mais n'empêche qu'on reste sur un dogme qui est, ça n'est qu'une question d'organisation. Non, l'hôpital va pas mal parce que ce n'est qu'une question d'organisation. Ou alors ça veut dire que ceux qui l'organisent depuis 10 ans, HPST, les directeurs sont des gros nuls. Et je ne crois pas que les directeurs soient des gros nuls. En fait, c'est un problème de vision politique. Qu'est-ce qu'on veut? L'hôpital, il fait tout ce que ne font pas les autres offreurs de soins. Quand vous êtes dans un désert médical, c'est l'hôpital qui fait. Quand vous êtes dans un endroit où il n'y a que des cliniques privées, bah c'est l'hôpital qui se tape tout. Alors il faut partir de la base. La santé, c'est un bien commun. C'est pas privatisable, c'est pas étatisable. Ça veut dire qu'il faut sortir le privé lucratif
de l'espèce d'homogénéisation qui est on est tous des offreurs de soins, on s'aime tous et on fait tous pareil. C'est pas vrai. La santé, c'est un bien commun, le privé lucratif n'a rien à y faire. Quand on fait une réforme suite au Ségur de la santé, on fait de la dotation populationnelle comme il a été proposé pour réformer le financement de l'hôpital. C'est incompréhensible que les cliniques privées lucratives puissent y être éligibles. C'est pas possible de faire du bénéfice sur la sécurité sociale. On est tous des fonctionnaires de la Sécu, privés, publics, libéraux ou hospitaliers, et il faut revenir à la base, et à ce moment-là, on sera d'accord. Donc l'espoir, c'est que ça change. Est-ce que je suis optimiste? Non. Avant de peut-être le tour de parole, et sans vouloir prolonger au-delà des 5-7 minutes, mais peut-être d'ores et déjà nous donner quelques indications, ou pistes, sans entrer forcément tout de suite dans les détails, mais dans chacune de nos interventions, dire ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il a manqué dans ces premières années. C'est pour moi. Je pense que la première piste, c'est quand même de faire un 100% sécu. Si vous avez une sécurité sociale qui, au passage, a 7 milliards consacrés à la gestion, frais de gestion, et qui s'occupe de 77% des remboursements, et vous avez 7 milliards de frais de gestion pour les assurances complémentaires, qui s'occupent d'à peu près 25 milliards de remboursements, il y a de la perte. Donc, on peut gagner des sous d'une façon assez simple. On fait un 100% sécu pour tout le monde, on revient à la base. La santé est un bien commun, tout le monde y a accès, c'est normal, c'est un droit de l'homme. Et au passage, on permet de dégager des sous pour faire des choses indispensables si on veut avancer. Il faut que 10% des dépenses de santé aillent à la prévention. La santé, c'est pas que du soin, c'est de la prévention, c'est s'organiser avec les villes, c'est là où les élus, les usagers, les communautés, les associatifs ont leur place à jouer, pas juste les soignants. Et tout ça, ça fera gagner des sous, et au passage, on fera sans doute plus de pertinence des soins. Voilà, ça c'est une piste. Je passe tout de suite la parole peut-être à Antoine Pellissolo. Justement, Antoine a cette double casquette. Il est à la fois donc, médecin psychiatre donc, au CHU en Condor, mais aussi élu local. Alors pas forcément sur les questions de santé, mais en tout cas ce lien avec justement les territoires et la nécessité pour les élus locaux, mais aussi les patients, les usagers de l'hôpital, peut-être que tu as aussi quelque chose à nous en dire. Antoine. Merci beaucoup Stéphane pour l'organisation et merci à tous d'être là. Bon, c'est difficile après ces messages de rester optimiste, hein, je pense que vous l'avez compris, mais on peut quand même réfléchir effectivement des perspectives plus joyeuses. Je voudrais dire quand même un tout petit mot à mes deux camarades, mais en tout cas camarades de profession, de combat récent, que vraiment je les remercie tous les deux. C'est un peu perso, mais parce qu'ils ont fait un boulot, mais vous n'imaginez pas. Depuis un an, parce que j'en sais, mais bon, je sais aussi depuis longtemps, le Ségur, ça s'est fait grâce à eux, je crois. C'est pas le top, vous êtes d'accord, mais il n'aurait rien eu, je pense, parce qu'il y a eu en plus M. Covid qui est passé par là, et malheureusement il fallait ça, mais il n'y aurait pas eu le CU, le CIH, et tout le travail vraiment acharné jour et nuit, notamment d'Anne et Hugo, vraiment, il y en a d'autres évidemment, mais pour avoir suivi de près, vraiment merci et bravo. Bon, ça mis à part. Merci. J'ai vraiment tout ce que tu as pu faire, c'est la faute. Bref, alors, le résultat, moi je pense qu'il est ce que vous avez dit, on est d'accord. Le bateau, quand on a commencé la lutte l'année dernière, on était en train de couler. L'ONGAM de 2020, enfin pour 2021, pour 2020, a mis un dernier coup sur la tête, et c'est là que vraiment c'était plus possible. C'était quasiment de la provocation. Le Parti Socialiste avait réagi aussi avec un plan quand même qui, déjà, Boris et Stéphane, vous aviez travaillé sur les propositions qui étaient indispensables. Le gouvernement a fait la sourde oreille à ce moment-là. Et vraiment, le bateau coulait. Là, aujourd'hui, avec les mesures, pour prendre des images simples, on a
colmater peut-être quelques trous, il y a une bouée de sauvetage, mais le bateau est toujours mal en train. Avec, enfin en train de couler, je dirais ça comme avec deux paramètres, deux critères qui me semblent vraiment essentiels à avoir en tête. Alors c'est hospitalo-centré, je suis d'accord, mais on va parler du reste après. C'est l'offre de soins, l'égalité d'offre de soins et la qualité d'offre de soins dans tous les territoires, pour toutes les populations, ça veut dire aussi bien les populations au plan social et au plan de la gravité, et souvent pour les personnes dans les territoires démunis, c'est la double peine, ils sont à la fois plus malades et plus pauvres, et c'est là que l'hôpital public, en effet, pour tout ce qui est soins de proximité et aussi soins lourds, parce que les urgences, parce que les structures de soins, de polypathologie, ciblent pour souvent les patients les plus précaires, elle fait tout ce travail-là. Donc effectivement, ce paysage où il y aurait tout le monde à égalité, et avec notamment ce qui est promu quand même par le gouvernement, on voit bien, en arrière-pensée, c'est les systèmes alternatifs, notamment les ESPIC, qui jouent un rôle vraiment de concurrence un peu caché, on va dire, dans le recrutement des personnels, dans le choix des offres de soins. Donc ce paysage-là, il est vraiment inégalitaire. Donc notre paramètre à nous, en tout cas pour les socialistes, ça doit être vraiment qu'est-ce qu'on offre pour tout le monde de qualité. Et aujourd'hui, c'est très hétérogène, c'est pas au niveau. Peut-être que ça l'a jamais été, mais on craint que ça soit de pire en pire. Deuxième chose, c'est concomitant, mais du point de vue du personnel, je crois que les aspects salariaux que Hugo a mentionnés, ils sont cruciaux parce que aujourd'hui les personnels sont bons, sont soit découragés, soit sont bons, soit les deux, et on n'arrive pas à les faire venir. Alors c'est sûr que le salaire est important comme critère, ce ne sera pas suffisant. Je pense que clairement, les infirmiers et les personnels ne vont pas cracher sur 150, 200 euros, c'est évident, et tant mieux s'ils les ont. Mais je ne crois pas que ça soit de nature à faire revenir des gens qui ne viennent pas que pour l'argent. Pour les médecins, c'est pareil, ils viennent pour des conditions de travail et une éthique du soin qui, je crois, le plus souvent est en train de se dégrader énormément. Donc ces deux paramètres qui sont ce qu'on propose à la population et l'intérieur, c'est-à-dire les personnels, je crois qu'aujourd'hui il y a des signaux d'alerte qui ne vont pas du tout s'améliorer comme ça. Alors les propositions, je crois qu'effectivement, ça part des territoires, il y a toute la question de comment on organise ça, comment on organise notamment les financements. Alors, ce que tu as dit sur effectivement la T2A, je crois que c'est central. Je crains que pour l'instant, et c'est là aussi qu'on continue à travailler, c'est que les alternatives à la T2A ne sont quand même pas faciles à trouver. Je crois qu'ils s'arrachent les cheveux depuis effectivement pas mal d'années. Il faut la trouver, il faut faire beaucoup sûrement de montages complexes, mais qui doivent sûrement se décliner selon les territoires, les besoins aussi, les types d'approches médicales. Et c'est vraiment le nerf de la guerre, évidemment, c'est ça, c'est comment on finance et comment on régule la finance. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde soit au même niveau, effectivement, avec des établissements qui sont très pénalisés parce qu'ils ont en charge les soins les plus lourds. Donc c'est le territoire, effectivement les collectivités, je pense que c'est un problème. La santé publique, c'est un problème. Cette année, je pense qu'on n'a plus de questions à se poser là-dessus. C'est vital pour la nation. Donc effectivement, les droits de l'homme, on peut dire, mais aussi l'avenir du monde, quasiment. Hein, on touche du doigt en ce moment. Et donc, sûrement, des gros investissements à continuer. Ça fait des milliards, mais je crois que ces milliards-là, ils sont utilisés à bon escient, ils sont des investissements humains et sociétaux majeurs. Donc, la question des budgets, tout simplement, combien on met sur la table et comment on les utilise. Alors, j'ai dit un tout petit mot pour la psychiatrie, parce que c'est un peu quand même ce que je connais le mieux. Alors, on a tous dit la psychiatrie dans le Ségur, pas grand-chose. Pourtant, les psychiatres étaient à la table de négociation. Présenter les médecins en partie. Alors on pourrait dire, mais pourquoi il faudrait que la psychiatrie se me démarque des autres? C'était pas des négociations par discipline. Juste quand même rappeler, la psychiatrie, c'est 20% à peu près des lits d'hospitalisation en France, c'est la première cause de handicap en France, la première cause d'arrêt de travail, la première cause de maladie de longue durée, donc c'est quantitativement quelque chose d'important. C'est notamment 2 millions de personnes qui toute l'année sont suivis par des structures de psychiatrie publique, là je parle que du public, pour souvent des pathologies lourdes, des handicaps et donc des besoins de soins quotidiens. Donc ce qu'on leur propose,
pour vivre tout simplement. Parfois ils vivent que de la hache, une question handicapée pendant toute leur vie, parce qu'ils commencent à être malades à 20 ans, 25 ans. Donc on construit sa vie autour parfois des soins psychiatriques. Donc c'est pas des troubles isolés du reste de l'existence et de la vie sociale et même je dirais politique, parce que là aussi les personnes souffrant de troubles psychiques, comme pour d'autres handicaps, sont souvent ceux qui sont les plus précaires, les plus pauvres, pour des raisons sûrement dans les deux sens, et le délaissement dans lequel aujourd'hui on a mis la psychiatrie depuis longtemps, mais c'est de pire en pire. Je pense que c'est juste révoltant. Je pense que tous les gens qui connaissent, soit du point de vue professionnel, soit du point de vue des usagers, ne peuvent que le dire. Alors, ça commence à être dit. Évidemment, c'est un problème complexe, l'étendue, l'idée de l'échelle quantitative que ça représente. Mais là, ce que propose le Ségur, c'est des idées très générales ou des saupoudrages sur certains points, une ligne téléphonique pour la prévention du suicide, donc très bien. Suicide, c'est aussi 9 000 morts par an, 200 000 tentatives de suicide par an, la ligne téléphonique, on fera voir ce qu'il y a derrière, mais il n'y a rien pour l'instant de bien décrit. On demande à voir. Et puis sinon, on met les psychologues un peu en avant, ce qui est bien, c'est très bien, ce qu'on fait depuis longtemps. Alors par exemple, pour renforcer l'accompagnement psychologique, psychiatrique de la population, ce qui est un en tête, une mesure sur la 31 ou 32, on met les psychologues en avant parce qu'on sait que c'est une force, qu'elle est sous-utilisée par rapport aux moyens disponibles en médecins qui sont de plus en plus limités. Les psychologues proposent la création de 160 postes sur toute la France. 160 postes, ça fait moins de 2 par département. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je ne sais pas. C'est un exemple de saupoudrage comme ça. Et tout le reste, ce sont des questions de principe. Oui, on va utiliser une partie des moyens d'investissement pour la psychiatrie. Ça, on connaît nous depuis longtemps. Quand il n'y a pas des chiffres, des données claires, on sait que ça va être très très complexe à matérialiser. Les budgets de la psychiatrie sont depuis longtemps à la baisse et insuffisants. Ils ne sont même pas tous utilisés. Ils sont déviés pour d'autres choses dans les hôpitaux, dans pas mal d'établissements. La psychiatrie, ça rend peut-être un peu parano quand on est dedans, mais je peux vous garantir que tout ça, c'est des réalités. Donc là, la réponse est clairement, c'est soit flou, soit insuffisant clairement. Il va falloir, je pense, aussi investir beaucoup sur la santé mentale, parce que c'est plus large que la psychiatrie. Nos services sont saturés en permanence de demandes, que ce soit aux urgences, que ce soit en consultation, que ce soit dans les hospitalisations, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, donc les besoins, c'est du personnel, et des lieux de soins. Alors, ce qui nous manque le plus, en fait, c'est dans la chaîne de prise en charge, c'est les lieux de vie pour les personnes les plus lourdement handicapées qui ont besoin de foyers spécialisés et qui sont largement insuffisants en France. Ils montrent en tout cas en place. Ce qui fait que les patients qui sont dans cette situation restent à l'hôpital parfois des années, ils vivent à l'hôpital, donc c'est vraiment pas fait pour ça. Et c'est ça qui crée tout les dysfonctionnements avec des suroccupations des services. On rajoute des chambres, des lits dans des chambres, ateliers, on passe à 3, sans les moyens, sans le matériel, sans le personnel. Donc ce sont ces conséquences-là qui dérivent de ce manque de moyens. Donc vraiment, à la fois des réorganisations que certaines choses ont été initiées et il faut continuer à faire, mais avec une dotation qui va être. Merci. Hugo, j'ai l'impression que tu voulais ajouter quelque chose. Je me trompe? Je ne sais pas s'il y a un tour de parole, mais je me note des petits trucs au fur et à mesure. Je sais l'évaluation démocratique des besoins, dans les recommandations, ils proposent une étude d'impact des ARS qui doivent faire remonter tous les besoins en effectif et en service. Là, c'est la même chose, c'est que tant qu'on ne change pas l'éthos des personnes qui travaillent, c'est pas dit qu'ils ont des résultats qui soient fonctionnels. C'est plutôt, au-delà des mesures, il y a aussi des questions de fond. Par exemple, sur le financement, il y a la dotation populationnelle qui était en Ségur, puisque ça avait été voté par Meunier l'été d'avant. Mais il y a aussi une part du financement qui est la qualité. Bon, la définition de la qualité, c'est pas la même. Je pense pas la même. Agnès Buzyn se référait à l'époque aux IFAC, qui sont souvent des indicateurs d'efforts mais pas de résultats. Nombre de réunions, nombre de produits utilisés, enfin des choses qui ne sont pas du tout prédictives de quelque chose qui va marcher. Sur la sécurité sociale, dans les recommandations que j'ai trouvées, j'étais surpris, mais la fusion AMO-AMC, c'est noté. Alors, ça n'est pas du tout sur les recommandations de Véran. Sur la question de la prévention, on peut s'étonner, là, dans la forme qui est un Ségur de la santé publique de 5 semaines à la rentrée,
parce qu'on se dit si on coupe la santé publique, si on la met à côté du reste, évidemment, en le morcelant, ça ne va pas la rendre efficace. Et je voulais revenir sur la question des inégalités sociales de santé pour illustrer un peu le Ségur. Et parce qu'aux urgences, pour nous, c'est ce qui avait induit notre combat à la base, hein, c'est la prise en charge des populations vulnérables, c'est-à-dire que quand on augmente la productivité, en gros, il se passe deux choses du point de vue des urgences, c'est que, on ne permet pas de faire les soins de manière digne, donc les personnes sont dans des conditions non satisfaisantes ou dégradantes, là je pense aux personnes âgées, mais deux, il y a des refus de soins de plus en plus qui se font de notre part vers les patients avec ce qu'on a développé, la thématique du voice, c'est-à-dire qu'en fait il y a des gens qui ne sont pas en capacité de dénoncer ce qui se passe à l'hôpital, en plus d'être malades, ils ne sont de toute façon pas écoutés par la société, et donc peu à peu les personnes les plus marginalisées se retrouvent encore plus marginalisées quand elles arrivent à l'hôpital. Et donc là sur le volet ISS, on peut voir 100 millions qui sont mis pour la précarité, il y a 12 millions sur le handicap et 21 de dettes pour les personnes âgées, en sachant qu'il y a quand même 2 milliards et quelques pour la rénovation des EHPAD. Mais bon, bref, les 100 millions sur la question de la précarité, en fait, c'est plus de aller vers, donc c'est plus de passes, plus d'équipes mobiles. En gros, on fait un peu plus de ce qu'on fait déjà, mais on ne s'attaque pas à la sphère sociale, on ne s'attaque pas à la refonte. Il y a une hyper segmentation dans le secteur social qui met le secteur en compétitivité. Par exemple, vous avez à Paris des maraudes qui sont centrés uniquement sur les gardes, d'autres seulement sur les hommes, d'autres sur les hommes avec chiens, hommes toxicos, et donc ça se superpose comme ça, et vous avez des interventions qui se multiplient auprès des patients, des usagers qui sont de fait inefficaces et un gaspillage. Mais tant qu'on ne questionne pas la santé dans la sphère du médico-social, dans la sphère du social, et qu'on fait vraiment, enfin qu'on segmente tout ça, et le Ségur, pour le coup, c'est très segmenté, on n'y arrivera pas. Ça, c'est juste des réflexions à coller sur ce qui était dit. Merci. Donc, je vais donner maintenant la parole à Nathalie Coutinet, qui est économiste de la santé. Peut-être pour mettre un peu en perspective à la fois les éléments du Ségur sur une plus longue période et donc sur peut-être une analyse de la situation générale un peu plus élargie. Oui, merci. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, là, moi, je ne suis pas du tout médecin. J'ai pas tout à chacun, malheureusement. Et ce qui ressort, et tous les débats qu'on a entendus dans les collectifs, ce qui est beaucoup ressorti, c'est la question de la perte de sens à l'hôpital. Perte de sens aussi bien des soignants que des soignants non médecins et puis des médecins. Et ça renvoie finalement à une évolution de long terme, à mon avis, de l'hôpital depuis les années 80. Et il y a deux éléments majeurs que l'on connaît tous. Il y a évidemment d'abord, dans le tournant des années 80-90, l'arrivée en masse de l'idéologie libérale qui fait qu'il faut que les établissements publics, alors les hôpitaux en premier, mais malheureusement les universités à lesquelles j'appartiens sont aujourd'hui dans le même état et on pourrait faire un débat identique. C'est-à-dire qu'il faut introduire de la logique privée dans les établissements publics. Et donc on va faire mimer à ces établissements publics des notions d'équilibre budgétaire, de rentabilité. Alors on va établir un coût fictif du soin et puis on va donner un financement à cette espèce de coût, ce prix fictif du soin. Alors c'est la T2A par exemple, là c'est un prix, puis on dit tel acte ça coûte tant et donc voilà le budget et puis il faut équilibrer le budget sans qu'il y ait un sens à ça. Pourquoi un établissement public comme un hôpital public serait géré avec des outils, des critères, des entreprises privées qui vendent des biens marchands et qui sont validés par un marché ou pas. Si une entreprise vend quelque chose qui n'est pas, souhaite vendre un produit qui n'est pas efficace, elle ne le vend pas, etc. Donc là, il n'y a pas de possibilité finalement. C'est assez absurde dans sa conception parce que du coup, on va concevoir on conçoit un déficit ou un excédent. Selon la façon dont on va fixer le prix, eh bien, sur certains actes, l'hôpital va être en excédent, il va faire des profits, c'est la chirurgie orthopédique par exemple, mais sur d'autres actes qui sont moins bien rémunérés, eh bien, notamment les urgences qui sont très mal rémunérées, même si ce n'est pas la T2A, ou d'autres, si on veut faire rentrer la psychiatrie, par exemple, la T2A, l'hôpital va faire des pertes, on va lui dire, voilà, tu fais des pertes, et plus un hôpital va avoir en charge des activités qui sont mal rémunérées par la T2A, plus il va faire du déficit, et puis du coup on construit, c'est des soldes finalement budgétaires qui sont totalement construits d'un point de vue politique.
Ça, c'est la première, à mon avis, erreur majeure qui a été conduite dans les années 80-90 par tous les gouvernements. La deuxième absurdité, de mon point de vue, c'est de vouloir toujours réduire les dépenses de santé quand on sait que pour des raisons notamment technologiques, parce qu'on est mieux soigné, parce que les médecins utilisent des outils de plus en plus performants, des médicaments de plus en plus chers, eh bien on va essayer de réduire les dépenses de santé qui, tendanciellement et de façon mondiale, augmentent. Et donc on va se retrouver pris dans un étau. Alors si on rajoute à ça le fait que les gouvernements, excusez-moi, mais tous confondus, ont préféré contraindre les hôpitaux que la médecine libérale, parce qu'un hôpital, ça va moins dans la rue qu'un syndicat de médecins libéraux, eh bien, on se retrouve avec des évolutions de dépenses, de budget accordés à la médecine libérale, eh bien, moins serrés finalement que ceux qui sont accordés aux hôpitaux publics. Et alors, on va rajouter à ça une troisième idée qui est qu'il faut mettre en concurrence des établissements. Alors, les établissements privés doivent être en concurrence avec les établissements publics, parce que la concurrence, ça va faire que tout le monde va se comporter mieux. Ben non, parce qu'on ne peut pas concevoir, c'est comme si vous mettiez sur un champ de course je sais pas, un camion, un gros camion qui est l'hôpital public, parce qu'il a des missions à remplir, parce qu'il accueille des patients qui sont souvent dans un état de santé plus difficile qu'une clinique privée. Donc vous mettez sur la même autoroute un gros camion et puis une Ferrari, et puis vous lui dites on verra qui sera le plus efficace. C'est forcément la Ferrari, parce que l'hôpital privé, les cliniques privées, elles n'ont pas en charge ce que les hôpitaux ont en charge. Et donc on ne peut pas concevoir cette concurrence. Donc à mon sens, cette différente logique hospitalière, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais en termes de choix politiques qui depuis des années font que progressivement l'hôpital public va mal parce qu'il est mal financé, parce qu'il n'est pas financé sur des critères qu'il faudrait utiliser, ce pas les bons critères qui sont choisis, et avec l'idée qu'il faut toujours réduire la dépense, alors que l'on sait que la dépense a tendance à augmenter, en particulier à l'hôpital qui s'équipe d'équipements de plus en plus technologiques, coûteux, mais aussi une amélioration du soin qui est derrière. Alors, c'est évidemment pas le Ségur de la santé qui va résoudre ça, parce que le Ségur de la santé et le gouvernement Macron, qu'est-ce qu'il a en tête en définitive? En définitive, le souhait de Macron, c'est de transformer les hôpitaux publics en hôpitaux privés non lucratifs. C'est ça la grande idée. Et ça serait merveilleux parce qu'on pourrait vraiment, du coup, les gérer comme des entreprises privées, puisque ce seraient des entreprises privées. Donc on est tranquille. Voilà. Ça, c'est l'idée générale, la volonté. C'est ce qui se traduit dans la note qui a été faite par la Caisse des dépôts et consignations, qui est quand même juge et partie, puisque la Caisse des dépôts et consignations est propriétaire de beaucoup de cliniques privées. Mais bon, effectivement, on voit bien cette logique-là. Et donc, c'est évidemment pas la logique qui permettra d'avoir ce que vous disiez et ce que vous défendez tous, hein, c'est-à-dire un soin public, accessible à tous, bien réparti sur le territoire, etc., etc. C'est pas ça. Alors, je pense qu'en plus, il y a une erreur qui a été faite par le gouvernement Hollande, si je peux me permettre, c'est d'avoir la mutuelle, l'AMC d'entreprise. Alors ça, c'est vraiment le piège, hein, c'est-à-dire le fait que les entreprises, aujourd'hui, offrent des complémentaires santé à leurs salariés. Et ça, c'est une brèche extrêmement importante qui a été ouverte justement pour faire de la médecine à deux vitesses et pour permettre aux cliniques privées d'offrir des soins chers à des patients qui sont bien couverts. Et donc, ça a accéléré, même si on peut imaginer que ça partait d'un bon sentiment, ça accélère le fait qu'on a aujourd'hui un système de santé, quoi qu'on en pense, qui est à deux vitesses, un système qui est offert par les cliniques privées pour des patients plutôt en bonne santé, avec des couvertures mutuelles, enfin d'assurance privée de qualité, et qui donc peuvent se payer des soins de qualité. Et puis, on a des hôpitaux publics qui, pour un certain nombre de soins, accueillent essentiellement les populations les moins aisées, avec des couvertures de santé qui sont les plus faibles et qui n'ont pas le même niveau de soins que les autres. Alors, ça, c'est évidemment pas pour les grosses pathologies, puisque les grosses pathologies se retrouvent, elles, toutes à l'hôpital. Bon, voilà, à mon avis, quelques éléments d'analyse qui peuvent permettre de comprendre ce qui se passe et de trouver, à partir de ces éléments-là, des solutions. Et je rejoindrai évidemment les propos d'Anne Gerbet. Nous sommes un certain nombre d'économistes à
à prôner l'idée qu'il faut revenir au 100% sécu, parce que finalement, c'est le 100% sécu qui est à la fois qui limite les inégalités sociales de manière les plus importante et qui, d'un point de vue économique, n'est pas plus coûteux finalement que de répartir le remboursement sur la complémentaire privée, sur l'assurance privée, parce que les assureurs privés, je vous le rappelle, sont défiscalisés, et les entreprises sont défiscalisées pour offrir ces complémentaires, et donc ces défiscalisations, c'est moins de rentrée évidemment pour les États, et cette moindre rentrée pourrait être rentrée et basculer sur la sécurité sociale. Peut-être si vous êtes d'accord, je vais proposer qu'on change. Donc Guillaume, Nati et Luc, si vous pouvez prendre la place d'Anne, d'Antoine et de Hugo, qui peut rester comme ça permet que la chaise à côté de moi soit pas vide. Et donc je vais donner, si vous en êtes d'accord, la parole à Nati, à Nati Tram, donc, qui est jeune élue municipale à La Courneuve, mais également élève directrice de l'établissement de santé médico-sociale et qui est justement attachée à cette définition de l'hôpital public qui permet qui doit permettre l'accès aux soins pour tous, bien répartis sur le territoire. Compte tenu de cette description de la situation qui vient d'être faite, est-ce que encore envie, Nati, de devenir directrice d'hôpital ou d'établissement de soins? Donc je te passe la parole. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer à ce sujet. Alors oui, j'ai toujours envie, mais à condition, et donc il y en a plusieurs. Je vais reprendre plusieurs éléments qui ont déjà été dits. Donc tout d'abord, je regrette que du coup ce Ségur intervienne suite à une crise sanitaire, alors qu'auparavant il y avait eu de nombreux mouvements sociaux, des burn-out dans les services, des situations extrêmes qui existaient en fait déjà. Donc plusieurs points ont été évoqués, plusieurs solutions vont être mises en place et sont en fait à mon sens des rattrapages pour certaines et donc finalement pas un exploit mais juste un rattrapage de quelque chose qui manquait déjà. Je soulignerai deux avancées, donc la revalorisation des salaires et le recrutement d'infirmiers et d'aides-soignants notamment. Après, avec une vigilance, c'est concrètement qu'est-ce que cela va donner en fait dans les services. Et donc là, il était question tout à l'heure des ratios. Et souvent, ce que j'ai pu constater, donc j'ai vraiment une toute petite expérience parce que je viens de passer le concours et donc j'ai fait uniquement des stages pour l'instant et donc je prends un poste bientôt. Mais ce que j'ai pu entendre, c'est que c'était essentiellement les effectifs dégradés qui étaient mis en place et pas justement les effectifs cibles et qui même parfois, effectifs cibles étaient contestables. Donc à mon avis, ce recrutement des effectifs, on devra être extrêmement vigilant et se demander comment concrètement dans les services, combien de soignants au chevet des patients. Et quand je parle de soignants, en fait, c'est finalement le soin au sens large, puisqu'il y a les soignants, les infirmières, les assistantes sociales, un panel de métiers très large et donc justement qui œuvre pour cette prise en soin au sens large. Ensuite, je souligne également les investissements qui ont été annoncés. Investissements qui, à mon sens, devront prioritairement être en direction de petits investissements, en fait, parce qu'on parle de l'hôpital public, donc l'hôpital public avec un grand H et donc les valeurs qu'il représente, mais il y a des hôpitaux publics avec des situations très diverses et variées. Ce qu'on peut voir dans certains services, c'est l'absence de DECT, donc l'absence de DECT pour une infirmière, l'absence d'ordinateurs, enfin des équipements vraiment minimes comme ça, mais qui manquent, et finalement qui participent, en plus de la revalorisation des salaires, de cette qualité de l'accompagnement des soignants, et finalement derrière la qualité de l'accompagnement des soignants, c'est la qualité de l'accompagnement des patients et des résidents à l'hôpital. Donc pour moi, c'était les deux avancées, mais encore une fois avec une vigilance sur justement l'application. J'ai lu dans le Ségur qu'il y aura un comité de suivi, donc là il faudra être extrêmement vigilant sur qui participe à ce suivi, comment il est effectué. Et je trouve également que quelque chose manque, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, au-delà de la revalorisation salariale, c'est l'attractivité des métiers. Et donc je pense à l'attractivité des métiers de prendre soin dans et hors de l'hôpital. Et donc là, je fais référence notamment aux auxiliaires de vie, dont le rapport de Myriam El Khomri avait souligné qu'elle était victime d'un coût de pauvreté très important. Donc je pense que
il faudra être très vigilant justement à ne pas être trop hôpital-centré. Ensuite, je me demande, et donc là c'est aussi parce que je suis une jeune élue municipale, c'est comment intéresser le citoyen à ce Ségur. Donc comment en fait on va déplacer les débats dans les territoires, parce que l'hôpital et les enjeux de santé, je trouve, et c'est aussi en qualité de citoyenne que je parle, sont parfois difficilement intelligibles. Et de ce manque d'intelligibilité, peut naître finalement le fait que le débat échappe et donc le risque qu'on aille vers un hôpital entreprise sans que finalement les citoyens s'en rendent compte. Et donc pour moi il sera vraiment essentiel, et peut-être à l'occasion du Ségur de la santé publique, qui là encore aurait peut-être dû être d'emblée réfléchi, et pas justement qu'il y ait une fragmentation comme il semble l'être. Peut-être que le Ségur de la santé publique sera l'occasion d'intéresser les citoyens, et là l'élu justement aura sa place. Et donc l'élu a également sa place à l'hôpital, donc l'élu participe déjà aux instances, mais je pense qu'il est nécessaire de lui donner les moyens en fait de pouvoir jouer pleinement son rôle, et donc son rôle avec la direction de l'hôpital, mais également avec l'ARS. Et donc là, il sera à mon sens essentiel de donner un rôle vraiment de proximité à l'ARS dans les départements, et pour faire en sorte en fait que l'élu passe les portes en fait de l'ARS et véritablement son rôle à jouer en tant qu'expert en fait de la population dans les territoires. Voilà. Ensuite, ce que je note également, c'est la nécessité de parler plus que d'un service public hospitalier, comme il semble être le cas parfois. C'est véritablement un service public sanitaire, social et médico-social, avec deux exemples, les liens entre la psychiatrie et le médico-social. Donc comment en fait on permet de développer l'aval de l'hôpital, et donc pour permettre justement, comme je vous disais tout à l'heure, que des patients dits au long cours en fait ne restent pas des années dans des unités d'hospitalisation. Et pour ça, il sera nécessaire de développer l'offre médico-sociale, parce que même si on a la volonté, parfois les directions aussi sont confrontées juste à l'absence d'offre médico-sociale dans les territoires. Voilà. Et ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que tout ça, bien sûr, est conditionné au financement, vous l'avez dit, donc avec une diversification du financement. Donc on parlera sûrement du 5e risque. Il me semble que dans le Ségur, il était question autour d'1 milliard. Ce qui a déjà été annoncé me paraît peut-être pas assez ambitieux, notamment parce que la patientèle des hôpitaux sera essentiellement une patientèle en tout cas en grande partie âgée, et donc il faudra mettre les moyens, parce que de la qualité de la façon dont on prend soin de nos aînés, ce sera en fait finalement, ça en dira long sur la société qu'on souhaite avoir. Et enfin, je finirai par l'ONDAM. Je crois qu'il est question d'une réforme de l'ONDAM à l'horizon 2022. Je ne sais pas quels sont les contours, mais ça me semble un petit peu lointain. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc, je souhaite toujours travailler à l'hôpital, mais beaucoup de conditions qui, je l'espère, pourront être débattues, et vraiment, j'insiste sur le fait de rendre ces débats intelligibles pour les plus éloignés en fait de la santé publique. Voilà. Merci. Je vais donner la parole donc à Guillaume Garot, député de la Mayenne, et justement, ça fait la transition avec les sujets qu'évoquait aussi à l'instant la Titrane, c'est que bien évidemment, il y a le rôle que joue l'hôpital public, mais qui le joue je crois que c'est Anne Gervais tout à l'heure, ou même Hugo qui faisait référence, bien évidemment, qu'à dans un certain nombre de territoires, à la fois la lourdeur des pathologies auxquelles sont confrontés un certain nombre de patients, et la situation des territoires fait que repose sur l'hôpital public aujourd'hui un certain nombre de tâches, d'obligations, et il joue un rôle totalement différent d'un territoire à l'autre, compte tenu de la situation qui est celle d'un certain nombre de territoires à l'échelle de notre pays. Que ce soit des territoires ruraux ou que ce soit des territoires urbains. Seine-Saint-Denis est un territoire urbain, populaire, très dense, et pourtant on peut le qualifier, comme d'autres territoires ruraux, de véritable désert médical, compte tenu à la fois de la densité médicale, mais aussi d'un certain nombre de situations médicales auxquelles les habitants sont confrontés. Et donc, ça fait partie des sujets qu'on
dont on peut considérer qu'ils sont un peu des angles morts du Ségur, en tout cas à ce stade, et Guillaume Garot a particulièrement travaillé sur cette question, notamment en déposant une proposition de loi donc sur la désertification médicale. Elle fait débat, disons-le, elle fait débat, y compris parfois dans les rangs socialistes, avec un certain nombre de nos camarades qui sont professionnellement eux-mêmes concernés par l'offre de soins, par la médecine, mais pour autant, il nous paraît justement très intéressant de vous en dire quelques mots et d'échanger avec vous aussi sur cet aspect-là, parce que ça participe du débat absolument indispensable si on veut améliorer la situation. Guillaume. C'est d'accord. Oui, ça serait mieux, mais je pense que Merci Stéphane. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver cet après-midi. Tu l'as dit, la question de la désertification médicale, c'est un angle mort dans le Ségur de la santé, qu'il aurait mieux fallu appeler Ségur de l'hôpital, parce qu'on n'a pas tout traité, loin s'en faut, de la santé. Et la question de la désertification, qui est à l'œuvre depuis déjà de nombreuses années, n'a pas été mieux traitée depuis 2017. Alors, il se trouve qu'avec Christine Pires-Beaune, qui est députée du Puy-de-Dôme, qui est ici au 2e rang, au groupe socialiste, nous avons traité depuis 3 ans maintenant, et nous avions commencé les années précédentes, des réponses à apporter à cette question de la désertification. Parce que, quand on y réfléchit bien, la question des déserts médicaux, c'est lié à la question du pacte républicain. On est tous citoyens, on est tous contribuables, on paye tous les mêmes cotisations à la sécurité sociale. Or, aujourd'hui, on n'a pas accès tous de la même façon à l'offre de soins, à la santé, à un médecin près de chez soi. Christine me ramenait tout à l'heure le cas dramatique suivant. C'était cette semaine encore, Christine qui reçoit sa permanence, et ça nous arrive toutes les semaines, nous, hein. Quelqu'un qui est désespéré, je ne vois pas le mot à dessein, parce qu'il n'y a pas de médecin traitant. Et cette personne n'a pas de médecin traitant. Christine se démène, on trouve une solution provisoire, mais qui ne suffit pas, et ça se termine par un accident dramatique. Ça, c'est la réalité. Et je dis bien, toutes les semaines, dans nos permanences, que ce soit chez nous, départements ruraux, ou chez toi, départements urbains. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on répond aux gens quand ils viennent nous voir? Parce qu'on va donner des chiffres quand même. On n'a jamais eu autant de médecins aujourd'hui. On a plus de médecins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On a 35 000 médecins de plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On a 297 000 médecins. Certes, tous ne sont pas en activité. Je parle des médecins formés. Mais, quand on regarde un petit peu plus près, il y a des inégalités qui sont sociales et territoriales qui sont incroyablement persistantes et qui s'aggravent. Et je vais là aussi donner quelques chiffres. Le rapport entre le département le moins bien doté en médecins généralistes et le département le mieux doté va de 1 à 2,2 pour les généralistes. C'est-à-dire qu'il y a 2,2 fois plus de médecins généralistes dans un département bien doté que dans un département mal doté. Et je ne parle que des généralistes. Mais allons un petit peu plus loin, regardons du côté des ophtalmos. Là, l'écart va de 1 à 12. On passe ensuite au dermato. On va de 1 à 23. Et j'ose à peine vous parler des pédiatres, parce qu'il y a 2 départements français qui n'ont pas de pédiatre. Mais l'écart va de 1 à 24. Donc, si on parle de pacte républicain, si on parle d'égal accès de tous à la santé, peut-être qu'on se pose la question de savoir quels moyens on se donne pour garantir cette sécurité sociale, finalement, cette sécurité sanitaire. Alors, on a fait le constat
nous, à l'Assemblée, mais comme beaucoup de gens dans le pays, que toutes les politiques qui avaient été menées depuis des années, qui étaient des politiques d'incitation, on vous incite à venir vous installer là lorsque vous avez été formé, jeune étudiant en médecine, à venir dans tel département, qui est moins bien doté que les départements ensoleillés et littoraux. Pour dire les choses rapidement, ben, ces politiques-là, pour volontaristes qu'elles aient été, elles ne suffisent pas. Loin s'en faut. Et on a dépensé des centaines de millions d'euros. Je dis bien des centaines de millions d'euros. La Cour des comptes, le Trésor public ont fait l'un et l'autre ces calculs-là. Donc, on s'est dit, bah, peut-être qu'il faut prendre le problème autrement. Et les propositions de loi que nous avons soutenues à l'Assemblée, elles reposent sur un principe assez simple, celui de la régulation de l'installation. C'est un principe qui existe pour d'autres professions de santé. Les pharmaciens ne peuvent pas s'installer comme ils veulent. Il y a quelques règles. Les infirmières non plus. Les kinés non plus. Vous regardez de près, il y a beaucoup de professions de santé qui obéissent à des règles, et c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que on est dans un contrat entre la nation et là, ces médecins. La nation, elle prend en charge les études. Vous êtes d'accord? Des médecins, qui sont des études qui sont prises en charge, comme n'importe quel étudiant, payer son loyer, son alimentation, son habillement, ses transports, mais le coût pédagogique est pris en charge par le pays. Ensuite, les revenus des médecins sont garantis. La sécurité sociale. Bon, ou les dépassements d'honoraires nous-mêmes. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de choquant à dire à nos médecins, mais nous, on voudrait refonder le contrat qui vous lie au pays, qui vous lie à la nation? Et nous, on a envie de vous demander, puisque on a mis ça sur la table, vos études, votre financement, vos revenus, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder les choses autrement? Et on a juste avancé au nom de la régulation cette idée, et dire, n'allez plus vous installer là où les besoins de santé sont déjà pourvus. Je parle des départements littoraux, de certaines villes, très ensoleillées. Là, vous ne pourrez plus vous installer, sauf sinon il y a l'autorisation de le faire par l'ARS localement, parce que vous remplaceriez quelqu'un ou autre cas de figure si vous êtes en secteur 1 alors qu'il n'y a pas de secteur 1 dans votre département. Mais on régule, c'est-à-dire qu'on dit n'allez plus vous installer là, mais vous pouvez vous installer, et ça reste votre choix, votre liberté, n'importe où ailleurs en France. Là où les patients vous attendent, là où on a besoin de vous, et là où vous en faites pas, vous aurez des revenus à la fin du mois. Parce que celui qui s'installe dans le Nord-Mayenne, qui s'installe en Seine-Saint-Denis, il a une clientèle tout de suite, il a une patientèle tout de suite. Il n'aura même pas besoin d'être de l'État pour avoir un revenu à la fin du mois. Donc, la régulation, c'est ça. C'est juste de dire, on va essayer de trouver une meilleure clé de répartition de votre installation dans le pays. Avançant cette idée, c'est sûr qu'on n'a pas été, accueillis à bras ouverts. C'est sûr. Mais on est là pour faire des choix politiques, en tout cas pour les proposer, pour nourrir le débat. C'est ce que nous avons fait. Et puis, on a avancé, puisqu'on a fait plusieurs propositions de loi. C'est vrai qu'on a eu des débats assez vifs, même dans notre commission santé au Parti socialiste. Et puisqu'on remettait en cause l'idée qu'il y avait des zones surdotées en France. Tout le monde reconnaissait qu'il y avait des zones sous-dotées, mais personne n'était prêt à reconnaître qu'il y avait des zones bien dotées ou surdotées. Alors nous avons dit, toujours à Christine, mais on est prêt, nous, à regarder de très près les choses et à mettre dans la loi, article 2 de la dernière proposition que nous avions faite, un indicateur territorial d'offre de soins, où on regarde précisément l'état de l'offre corrélé aux besoins sanitaires bien sûr, mais en fonction de critères sanitaires et démographiques. Par exemple, on sait que dans le Nord, il y a une prévalence de certaines pathologies, de l'obésité, qu'il n'y a pas forcément dans le Sud.
Parce qu'il y a des critères sociaux qui rentrent aussi en ligne de compte. Bon, on sait que dans le Sud, en revanche, il y a peut-être plus de population âgée, donc c'est aussi des besoins différents. Mais c'est intéressant de connaître ça, et c'est intéressant d'en faire un indicateur de politique publique. Voilà ce que nous avons présenté. Et dernier point, je ne serai pas plus long, on a dit, et si à un moment donné aussi, alors on dit, on chargeait la barque, hein, on encadrait les dépassements d'honoraires. Déjà, on est des sociotraîtres, nous, donc c'est pas une chose à moitié. Mais encadrer les dépassements d'honoraires à 50% du tarif de la sécurité sociale, c'est une idée. Oui. C'est une idée qu'il faut quand même creuser. En tout cas, nous avons mis ces idées sur la table. Nous les avons défendues à l'Assemblée plusieurs reprises et malheureusement, on nous a toujours opposé une fin de non-recevoir. Alors que, et je termine là-dessus, je pense que le sujet maintenant a pris une telle acuité dans le pays, et en particulier parce qu'on s'en est rendu compte avec la crise des Gilets jaunes quand même, hein, ce sentiment d'abandon, ce sentiment qu'il y avait des Français de seconde zone parfois, c'est ça qui est sorti. Et la santé est une expression de ce ras-le-bol-là. On a fait ces propositions, et je vous assure qu'au fil des années, elles ont rencontré de plus en plus d'écho, alors peut-être pas dans la majorité, mais dans les différentes oppositions, et je veux même parler de la droite, qui, pour une partie d'entre elles, rejoint les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. En tout cas, il faut poser, en tout cas je souhaite que dans le débat public aujourd'hui, à la suite du Ségur de l'hôpital et avant les prochaines échéances, notamment générales, on puisse se poser les choix politiques de ce qu'on veut et de comment on finance pour notre santé, pour l'égal accès de tous à la santé. Je vous remercie. Merci Guillaume. Je propose maintenant, avant de vous laisser, excusez-nous, le temps est assez compté, donc le débat avec la salle sera assez limité, mais je souhaitais que Luc puisse également apporter un éclairage. Ça a été dit par plusieurs intervenants, bien évidemment, que la question du choc démographique qui attend nos sociétés, avec le vieillissement important de la population, et donc l'arrivée massive des âgés, des grands âgés dans nos sociétés va non seulement bouleverser l'organisation de la société, mais aussi la réponse que nous allons devoir organiser en matière d'offres, d'organisation des soins, mais au-delà de la question des soins, Nati Tran l'évoquait tout à l'heure aussi, de la réponse sanitaire et médico-sociale, en particulier compte tenu de cette évolution démographique. Donc il me paraissait justement que le Ségur n'avait pas particulièrement abordé ce type de questions, et donc on trouvait intéressant avec lui qu'il puisse nous en dire aussi quelques mots. Bien, c'est ce que je vais faire dans les 5 minutes qui me sont imparties, en faisant quand même un tout petit préambule de nature plus politique. Nos invités, et notamment les représentants des coordinations, des syndicats, des sachants, des universitaires, de la société civile, quoi, pour faire court, ont été suffisamment gentils et polis pour ne pas aller au bout, parfois, de leurs propos sur ce qu'est, la situation actuelle, la responsabilité des socialistes. Nous sommes aujourd'hui dans l'opposition, donc nous menons ce travail d'opposition, mais, et d'ailleurs, d'une certaine manière, vous l'avez entendu dans les propos des uns et des autres, il faut les mener en responsabilité, c'est-à-dire en ayant conscience de ce qu'ont été les points positifs, il y en a eu beaucoup, pendant le précédent quinquennat en matière de politique de santé, mais aussi, sans démagogie, en regardant nous-mêmes ce qu'au fond, aujourd'hui, on a envie de réviser. Puisque nous sommes, d'une certaine manière, copropriétaires des bienfaits de notre système, mais aussi de leur dysfonctionnement, et ça, pas seulement depuis 5-10 ans, mais depuis bien plus longtemps. Donc c'est un préalable méthodologique, parce que, au fond, ce qu'on essaie de faire là, c'est de réfléchir, au fond, à ce que nous ferions si nous revenions au pouvoir, ce que nous ferons quand nous reviendrons au pouvoir, et que ce doit être forcément un mix entre les réflexions que nous avons aujourd'hui, et je parle notamment aux parlementaires de l'opposition, ce que nous avons fait, mais ce que nous avons fait n'est pas gravé dans le marbre. On a le droit, évidemment, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, de réviser les choses. 5 petits points très rapides sous forme de pastilles. Premièrement, ça a été dit par quelqu'un, la question du personnel médico-social, il faut la prendre de manière un peu spécifique, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le Ségur de la santé, qui est quand même, en nombre d'heures de réunion,
90% des heures consacrées par Nicole Notat aux partenaires a été sur l'hôpital. Ce qui est assez d'ailleurs paradoxal avec le drame qu'ont vécu les EHPAD pendant la crise sanitaire. On fait un Ségur parce qu'il y a eu une crise. La crise a surtout eu lieu dans les EHPAD et finalement 90% de la négociation a lieu avec les personnels hospitaliers qui en avaient bien besoin. C'est une chose. Mais je veux dire, il y a ce décalage-là. Il faut bien comprendre quand même que ces personnels-là ont l'impression d'être un peu le lumpen prolétariat du secteur. Je le dis parce qu'on est entre nous, mais évidemment que quand on va parler au personnel hospitalier, il a l'impression d'être maltraité, insuffisamment valorisé, et c'est une évidence. Mais les personnels du secteur du handicap ont l'impression d'être moins bien traités que le personnel hospitalier. Et puis le personnel des EHPAD a l'impression d'être moins bien traité que le secteur du handicap, qui a des ratios de personnel plus généreux. Et puis les services à domicile ont, eux, l'impression d'être le lumpen prolétariat du lumpen prolétariat. Et vous l'avez bien vu dans les primes d'ailleurs, ça s'est vu. On prime hospitalière, puis les EHPAD, et puis le domicile, bah oui, tiens, c'est quand même pas mal de donner quelque chose à des gens qui n'ont pas forcément été très mobilisés pendant la crise, mais pendant cette crise-là particulièrement, mais qui sont des contrats précaires, des rémunérations en dessous du SMIC, des personnels qui sont au cœur de la crise des Gilets jaunes, parce que c'est femmes souvent avec enfants qui doivent passer leur temps en voiture, dans ces fameux ronds-points. Une partie de ces Gilets jaunes, c'était des personnels insuffisamment valorisés qui en plus sont mobiles avec leur voiture, c'est le cas des services à domicile. Myriam El Khomri avait eu le mérite dans son rapport de pointer du doigt 2 ou 3 sujets qu'il nous faudra traiter, qu'il nous faut traiter. La question de la sinistralité, bien supérieure dans le secteur des personnes âgées que dans n'importe quel secteur économique de ce pays. La question de l'attractivité. On a de moins en moins d'aides-soignantes, mais c'est quand même un peu mieux d'être aide-soignante à l'hôpital que d'être aide-soignante dans les EHPAD. Et puis, évidemment, les questions de pénibilité physique et psychique, puisque dans un EHPAD, dans un service d'aide à domicile, on est confronté à l'hôpital aussi, mais encore plus là, à la mort, à la dégradation physique, à la maladie d'Alzheimer, à des choses qui pèsent psychiquement quand on les côtoie au quotidien. Deuxièmement, je vous invite aussi à réfléchir à la question de l'âge du soin. Ça a été dit à plusieurs reprises, donc j'y reviens pas trop, mais au fond, on va avoir ce rapport. Regardez les débats qu'il y a aujourd'hui sur a-t-on filtré ou pas dans les hôpitaux en fonction de l'âge. Nous, on sait mieux que oui. Voilà. Dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin, un peu en Île-de-France, à un moment donné, dans le pic de la crise, vous êtes médecin, vous avez un respirateur, vous avez un patient de 40 ans, un patient de 90 ans, la question s'est posée. Donc, peu importe la réponse, parce qu'elle est très diverse territorialement, mais on voit bien à quel point la question de l'âge et du recours aux soins pose une question éthique qu'il nous faut regarder ne faisons pas comme si ça n'existait pas. Elle a existé pendant cette crise, comme elle a existé en Italie. Et donc, traitons-la là aussi, de même façon que traitons la question de l'hôpital. On sait bien que l'hôpital n'est pas toujours l'ami des vieux. Voilà. On sait bien que parfois, le passage aux urgences, que parfois l'hospitalisation d'une personne âgée aggrave son cas plutôt qu'il ne le répare. Et donc là aussi, la relation entre le recours à l'hospitalisation pour les personnes très âgées est une question qui doit se poser très franchement. Troisième point, ça a été évoqué évidemment par Guillaume, c'est la question des territoires. Surtout sur le vieillissement. Il y a des territoires qui vont vieillir beaucoup plus que d'autres, et dans lesquels la question de la densité médicale va se poser plus encore. D'où la volonté en ce moment d'essayer de transformer les EHPAD en plateforme de soins qui permettrait dans l'EHPAD d'avoir des consultations gériatriques, au fond une sorte de centre de soins à l'intérieur de l'EHPAD. Ce serait une façon d'ailleurs de moderniser un peu l'EHPAD, de le transformer, de l'ouvrir vers l'extérieur. Il y a 7000 EHPAD en France. 80% des Français ont un EHPAD à moins de 7 km de chez eux. Donc il y a une densité, là pour le coup géographique, y compris dans les départements ruraux, qui existe. Et donc utilisons les EHPAD aussi pour cet atout qu'ils ont d'être présents dans les 4 coins de la France. Mais la question du territoire pose aussi une question de la gouvernance. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. Un hôpital, c'est l'ARS, c'est l'État. Dans le monde
de l'aide aux personnes âgées, on a de l'ARS, on a du département, n'est-ce pas, Monsieur le Président Troussel, on a maintenant de plus en plus des communes, des CCAS, des CIAS, des agglos, qui vont non pas s'occuper du soin, mais qui vont s'occuper de l'aménagement, de l'adaptation de la société au vieillissement sur leur territoire. Et donc, en termes d'articulation des territoires, la question du vieillissement est beaucoup plus complexe d'une certaine manière que la question du sanitaire. Je veux dire un mot aussi sur l'articulation publique-privée, sur laquelle il faudra réfléchir. Que ce soit en matière hospitalière ou en matière médico-sociale, il y a toujours eu, historiquement, dans ce pays, en tout cas dans le monde des EHPAD depuis maintenant 30-40 ans, un secteur public et un secteur privé. Est-ce qu'on l'assume? Moi, je suis socialiste depuis un certain nombre de temps. Je m'occupe de ces questions-là depuis un peu moins longtemps, mais j'assume parfaitement que dans ce pays, il y ait, par exemple sur les EHPAD, 50% d'EHPAD publics, 30% d'EHPAD associatifs, 20% d'EHPAD commerciaux. Je le dis parce que parfois on a l'impression que ce secteur est submergé par le secteur commercial. Non, il ne fait que 20%. De la même façon que on a construit un système, c'est bien, c'est pas bien, en tout cas on a construit un système mixte d'économie publique et privée dans le secteur des hôpitaux et des cliniques, qu'on assume, qu'on doit assumer, puisque de toute façon on l'a co-construit, à condition d'y mettre des digues. Et moi je plaide évidemment pour que dans le plan de grand âge qui arrive, on ait un effort massif d'investissement dans les EHPAD publics. Là, tous les élus locaux vont comprendre de quoi on parle quand on parle de cela. Aujourd'hui, il y a une vraie crise d'investissement puisque on a besoin de rénover les murs. 25% des établissements publics n'ont pas été rénovés depuis 40 ans. Donc il faut ce travail massif d'investissement, c'est pas du personnel, mais sauf que indirectement, évidemment, quand vous avez un personnel qui travaille dans des bâtis inadaptés, vieillissants, vous tuez le service public, vous le rendez peu compétitif, à côté de l'établissement privé d'à côté. Donc si on veut, nous, défendre le secteur public, il y a un effort massif d'investissement immobilier, et il faut, pour ça, mobiliser non seulement l'État, mais aussi la Caisse des dépôts, Action Logement, etc. Et dernier point, pour être dans les purs, la question du 5e risque. Vous l'avez entendu, il y a ce projet de loi que les parlementaires ont voté, ou plutôt n'ont pas voté, j'imagine, pour ce qui vous concerne. On a toujours pensé que la question du 5e risque, ou la 5e branche, était un espèce de graal à atteindre. Tout dépend ce qu'on met dedans. Et donc je termine là-dessus. C'est bien de dire une 5e branche parce que ça met en évidence un risque social nouveau qui est l'avancée en âge. On le rend un peu plus flou quand on dit que c'est à la fois le handicap et la dépendance, donc c'est pas seulement l'avancée en âge, c'est aussi le handicap. Et on le rend encore plus flou quand on dit qu'au sortir de cette crise du Covid, l'urgence, c'est d'outiller les EHPAD, de leur donner du personnel supplémentaire, et pour cela de leur consacrer 2,3 milliards d'euros, c'est-à-dire rien, et encore pas tout de suite, en 2024. Donc il y a une bataille parlementaire évidemment à mener, que vous avez déjà menée, mais qui doit continuer. C'est pas possible. C'est pas possible d'expliquer que le nombre de plus de 85 ans va exploser dans notre pays dans les 20 prochaines années, de constater 15 000 morts en EHPAD, parce que c'est évidemment c'est là que les populations étaient la plus âgées, la plus fragile, et c'est pas fini face au Covid, et de sortir de cette crise avec 2,3 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous voyez, c'est rien. Aujourd'hui, on consacre 24 milliards d'euros à la prise en charge de la dépendance, donc 2,3 milliards, ça ne fait rien. Bon. Mais c'est tellement urgent que le Parlement vient de voter que cette affectation sera effective en 2024, c'est-à-dire dans 4 ans. Voilà quelques terrains de combat pour les mois à venir. Merci Luc. Alors, bon, vous voyez, c'est normal quand on a beaucoup d'intervenants très engagés avec beaucoup de propositions, de convictions sur chacun justement des thèmes évoqués, eh bien, on a du mal à tenir le timing. Donc, si je vous propose peut-être qu'il y ait quelques réactions, il faut vraiment qu'on aille assez vite parce qu'on voit, je préfère vous dire par avance qu'on n'y arrivera pas. On a une obligation de libérer la salle à 17h et donc il nous reste un quart d'heure si on veut que nos intervenants, pas forcément tous, mais puissent réagir à quelques-unes de questions. Alors, j'ai vu la main de madame et je vous propose, comme nous n'avons pas été paritaires, que la salle le soit dans chacune des interventions. Donc, madame. Je me lève sur le micro. Oui, peut-être faire passer un micro, voilà. Je suis en vous demandant voilà, de vous présenter et d'être assez bref. Au centre hospitalier régional d'Orléans, en charge rapidement des conditions de
travail, donc là j'ai pas ce que je viens de le dire, et du dialogue social, donc je suis celle qui compte les grévistes tout en étant en grève aussi. Donc voilà, et je suis également en charge d'animer le groupe santé de l'AFNESER. Déjà, je voulais saluer le gros travail que faisaient nos députés sur la question. Moi, je partage totalement sur le fait qu'on doit être incitatif sur l'installation des médecins. C'est une excellente nouvelle. Moi, je prône l'interdiction du... J'estime qu'on fait du dumping quand on va aider l'installation des médecins et qu'on fait de la concurrence entre les territoires et qu'il faut interdire en fait les aides à l'installation parce que du coup, ça fait que le maire d'à côté va essayer de piquer le médecin du maire d'à côté de la ville d'à côté, donc c'est pas possible. L'air responsable ressources humaines est profondément attristé de voir comment ça a pu se passer pendant la crise. Les 183 €, moi je rejoins. Enfin, quand on fait des RH, ça sert à rien. Hein. Enfin, dans 6 mois, vous nous reportez. Le problème, c'est pas audible, mais en fait, dans 6 mois, c'est pareil. Vous achetez la paix sociale pour 6 mois, les gens dans 6 mois, ils ont oublié. Donc moi, ce que je dis souvent à mes syndicats, parce que je suis sur le départ pour tout un tas de raisons, et c'est ce que je veux. Battez-vous pour des droits pour les salariés. On se bat pour leur rémunération, mais ils ont des droits. Ils n'ont pas, on parlait de la mutuelle, le personnel hospitalier n'a pas de couverture sociale, n'a pas de mutuelle. Comment voulez-vous qu'ils soient exposés pour une crise comme ça et qu'au bout de 90 jours d'arrêt, ils ont des demi-traitements? Moi, je dis toujours, battez-vous pour vos droits, ils n'ont rien. Ni prévoyance, ni mutuelle. On dit on veut le 100%, mais au moins donnons une protection sociale aux agents du service public. Moi, si j'avais un des combats que je voudrais qu'on porte en tant que socialiste, c'est celui-ci. Donnons des droits, pas que de la rémunération. Protégeons-les. Merci. Monsieur? Alors, Gérard Lucas, 2 points. Le premier point sur la question de l'opposition publique-privée, l'opposition ambulatoire-hospital. C'est un vrai problème en France. Et je pense qu'il faut passer à une étape supérieure, comme Guillaume Garot disait. Il faut passer à un service public territorialisé pour toutes les matières. Et je pense que c'est possible. Et moi, ce que je remarque, c'est que parmi les internes aujourd'hui, les internes en médecine aujourd'hui, parmi les internes en médecine générale, 80% souhaitent travailler dans des établissements collectifs et en salariés. Donc il y a un décalage avec l'ordre des médecins et les syndicats libéraux qui défendent la poursuite du système libéral. Donc, pour les spécialistes, je ne connais pas le cas de cette spécialité, mais je sais qu'il y a une tendance aussi au travail en équipe, en collectif, qui est à prendre en compte. Le deuxième point sur lequel je veux intervenir, je vais présenter Gérard Lucas, médecin du travail senior, maintenant, c'est la question du travail dans la santé. Vous savez que le ministère de la Santé n'a pas d'antenne santé au travail. Toute la santé au travail en France est quasiment toute traitée au ministère du Travail. Sous les lobbies partenariaux entre nos syndicats, on fait sous le lobby patronal. Avec le fait dont les syndicats ne sont pas à la hauteur. Enfin, il y a un très bon rapport à tous les syndicats qui défendent au niveau collectif dans ce débat partenariat avec le ministère du Travail, ils perdent. Donc je demande à ce que dans le débat sur la santé publique et la prévention, la question du travail est très importante. Vous savez que le travail est le premier facteur discriminant en matière de vieillissement de la population. Plus que l'alcool, plus que le tabac, plus que la génétique. Voilà, je crois qu'il faut le rappeler ça quand même. Hein. Et que si en Seine-Saint-Denis, la population est moins vieille qu'en Alpes-Maritimes, le vieillissement de la population est plus avancé. Et que de fait, jusqu'en 93, d'autres choses comme ça, nous dirons en Seine-Saint-Denis, que de fait, la question du travail dispersée, disséminée, morcelée, est très importante. Alors voilà, ce que je demande, c'est que de fait, la question du travail soit prise en compte dans la politique. Enfin, tu sais, toutes les politiques, hein. J'essaie dans tous les... Vous savez, c'est un combat. Moi, je mets ce combat depuis 30 ans. Mais c'est très difficile parce que de fait, c'est conseil secondaire et c'est un problème de prévention majeur pour notre société. Merci. En sachant que toute la médecine du travail aujourd'hui est gérée sous la direction des employeurs. Merci. J'avais dit qu'on respecterait la parité, donc on va dire madame. Je vais être obligé d'en prendre encore 2 parce que sinon on ne libérera pas la salle. Alors bonsoir, je suis Liliane Bessa, je travaille à l'hôpital psychiatrique, ça va faire quelques années déjà, en région parisienne, et je suis élue. Le micro. Et je suis élue à la ville de Lieusaint,
Je suis en charge de la jeunesse et puis je suis professionnellement cadre assistante sociale. Et j'ai travaillé un peu beaucoup à la MDPH et puis depuis un certain nombre d'années à l'hôpital. Bon, la seule chose et le constat que je mène et les propositions que je vais faire, c'est de dire qu'il y a un problème de coordination de soins, c'est-à-dire entre les soignants. Quand vous parlez de soignants, vous parlez de médecins, vous parlez d'infirmiers et vous parlez d'aides-soignants. Mais à l'hôpital, il y a d'autres personnes qui œuvrent autour du patient. Moi, je suis assistante sociale, je peux vous dire que si le patient doit sortir, il faut passer par moi aussi pour que je puisse trouver des structures. Première problématique, c'est les structures adaptées pour ces patients-là. Il n'y en a pas. Et ça fait des années que ça dure. Vous passez par la MDPH et les structures qui sont proposées, déjà il faut attendre 1 an pour avoir une décision de la MDPH, alors que la situation derrière, elle se dégrade. Je pense que ce sont des questions primordiales qu'il faut regarder. Ces délais d'attente qu'ont les gens qui sont déjà dans des problématiques médicales et sociales difficiles, qui n'ont pas de structure, parce que, alors, il faut les sortir de l'hôpital parce qu'il faut libérer les lits. Bon, cette question de lit, dans le Ségur, j'ai vu qu'il y avait cette demande qui est sur la qualité des soins, il faut des lits. Il n'y a pas de lit, monsieur. Moi, on me demande, sortez le patient, je vous dis, mais le patient n'est pas prêt, mais non, vous le sortez à l'hôtel. Eh bien, on a des suicides, on a des cas de suicide et tout ça. Donc, cette problématique de structure médico-sociale, elle est pour moi primordiale, et sur la coordination de soins individuels des patients. Merci. Monsieur, voilà. Puis peut-être une dernière, madame, et après on sera obligé de s'arrêter. Jean-Pierre Aurin, médecin conseil retraité, c'est débat. Donc je vais vous dire une chose sur un point, c'est on a parlé effectivement de prévention. Donc, la prévention est quelque chose qui est important pour éviter, pour diminuer les dépenses de santé dans un futur non déterminé, mais doit intégrer bien entendu l'approche santé au travail, et cela doit intégrer une approche collective pluridisciplinaire, car effectivement les Français sont très sensibles aux soins et à l'approche de leur pathologie, mais la prévention de leur pathologie actuellement n'est pas au centre de leurs préoccupations. C'est vrai que certains éléments se manifestent au niveau des campagnes de dépistage qui ont été mises en place avec quand même des éléments relativement positifs pour un certain nombre de choses, qu'il s'agisse de la prévention complémentaire ou du dépistage de certains cancers, mais il faudrait que des campagnes de sensibilisation soient mises en place par une approche à la fois médicale, sociale et multipartenariale, pour que effectivement ils puissent totalement aboutir. Un deuxième point que je voulais aborder, c'était aussi le domaine de la recherche, et la recherche médicale qui actuellement n'a pas été abordée, semble-t-il, beaucoup dans ce Grenelle, dans ce Ségur de la santé. Merci, madame, derrière, et puis allez, une dernière ensuite, parce qu'il a déjà le micro, donc madame. Moi je représente plutôt les retraités, voilà, et ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous appelez le 5e risque, parce que la perte d'autonomie, c'est une maladie comme une autre. Pourquoi est-ce que, par exemple, la maladie d'Alzheimer est une maladie et que la perte d'autonomie n'en est pas une? Pourquoi est-ce que ce 5e risque n'est pas compris tout simplement dans l'assurance maladie? C'est une maladie comme une autre. Si, c'est une maladie. C'est pas le fait d'être. On peut perdre l'autonomie bien plus tôt qu'à 90 ans ou à 80 ans. On peut la perdre à 50 ans, l'autonomie. Et à ce moment-là, on vous dit que c'est un handicap. Sauf que quand vous avez 60 ans et un jour, ça n'est plus un handicap. Donc, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Bon, alors d'autre part, je voudrais quand même confirmer, parce que j'ai eu de la part de collègues des appels au secours quasiment, qu'effectivement, il y a eu du filtrage pour le Covid, pour les personnes âgées des EHPAD, et qu'il y en a encore. Parce qu'elle m'a rappelé encore cette semaine, cette personne, pour me dire, dans l'EHPAD où est mon mari, il y a encore du filtrage. Il y a encore, enfin, à l'hôpital, dont dépend l'EHPAD, il y a encore du filtrage. C'est inadmissible. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Une dernière intervention, et on sera obligé de virer la salle, mais on pourra poursuivre la discussion, y compris dehors pour ceux qui ne peuvent encore. Georges Labazé, ancien sénateur et président du Conseil général, pour aller dans ce qu'a dit Guillaume Garot tout à l'heure.
j'adhère totalement sur le problème de démographie médicale. Je voulais faire une suggestion. Quand on regarde ce qui se passe en Espagne, l'Espagne est devenue une démocratie. Voilà. Ils font la même analyse, mais ils sont encore plus stricts, puisque lorsque un médecin sort de l'université de Saragosse ou de Madrid, etc., ils sont affectés, on leur dit, l'État a payé vos études, tout ce que tu as dit, c'était parfait, et ils sont affectés automatiquement pour 5 ans dans des zones de démographie médicale. Alors, quand j'ai dit ça il y a quelques années au Sénat, devant les syndicats de médecins sur la loi santé, ils hurlaient, mais l'Espagne l'a fait, et le fait, c'était vous allez dans les zones, disons, déshéritées espagnoles, et l'État espagnol, le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, affecte obligatoirement pendant 5 ans les médecins dans les zones de démographie médicale qui sont proches de zéro. Merci. Désolé vous pouvez vous applaudir collectivement, vous pouvez les applaudir. Désolé je ne vais même pas pouvoir leur redonner la parole pour réagir à ces quelques interventions et à celles qui sont déjà intervenues à la tribune. On poursuivra le débat non seulement pour ceux qui le peuvent, si vous souhaitez interpeller nos participants, et puis bien évidemment dans les travaux, les actions, non seulement du Parti Socialiste, mais aussi de nos parlementaires disponibles pour réfléchir, continuer de réfléchir avec eux. Merci.